Allez, c'est reparti. C'est notre deuxième conférence de cette journée du 22 janvier 2019. Conférence qui est consacrée au groupe Altis et Patrick Drahi qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui. Mais juste avant de le faire venir sur scène, juste une petite mise en perspective, vous êtes maintenant habitués. Le groupe Altis, c'est une présence dans 4 pays, les États-Unis, Israël, le Portugal et également en France. À travers SFR, qui est le deuxième opérateur français, Altis France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions de clients. Mais c'est aussi 14 chaînes de télévision, c'est également 2 radios, 5 titres de presse autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore l'Express, rien que des confrères. Enfin, en 2017, Altis France a réalisé un chiffre d'affaires d'à peu près 11 milliards d'euros à travers ces 4 métiers que sont les télécoms, les médias, la publicité et le divertissement. Enfin, mieux que des mots, voici un très court film vous présentant le groupe Altis. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Monsieur Patrick Drahi, président fondateur du groupe Altis. Bonjour Monsieur Drahi. Bonjour, merci. Bonjour. On reste debout, on s'assoit. Comme vous voulez, moi je suis bien debout. Petit changement de programme de l'agenda de Monsieur Drahi, pour nous aussi. Donc on s'adapte, mais cela dit, la transformation numérique, c'est aussi l'agilité. Absolument. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on est en train de faire à l'instant. Monsieur Drahi, vous avez créé ce groupe il y a maintenant 18 ans, en mai 2001. 18 ans, on dit que c'est l'âge de raison. C'est vrai ou vous en avez encore sérieusement sous le coude? Alors, pour être précis, j'ai créé Altis effectivement il y a 18 ans, mais j'ai créé ma propre boîte il y a plutôt 28 ans, parce que j'ai eu une première aventure entre 1992 et 2000. Et puis, j'ai revendu ma boîte en 2000, un groupe américain. J'ai passé un an à rien faire, et puis je suis reparti en 2001. Donc, le Altis, tel que vous le connaissez aujourd'hui, c'est juridiquement parlant 18 ans de vie. Mais comme j'ai racheté la boîte que j'avais revendue, en réalité, j'ai dans mon groupe des actifs que j'ai construits depuis 1993. Donc, nos premiers réseaux qui existent toujours aujourd'hui et qui étaient déjà à base de fibre optique pour une grande partie, ont été construits à la fois dans le sud de la France et dans l'est de Paris. Et donc très tôt, une proximité avec les régions, y compris la vôtre, puisque j'ai racheté en 1997 une entreprise qui s'appelait, parce que le nom n'existe plus, mais l'entreprise existe toujours, il y a encore certains anciens collaborateurs et les réseaux sont toujours en place, une entreprise qui s'appelait Réseau Câblé de France, qui détenait le réseau, par exemple, de Cholet, qui détenait le réseau de La Roche-sur-Yon, etc. Juste à côté. Valenciennes, sont des vieux réseaux que nous avons modernisés et qui aujourd'hui offrent qui correspond au titre de la conférence, c'est-à-dire l'évolution vers le numérique, qui passe, parce que j'ai vu dans votre logo, la première chose qu'on voit, c'est un petit truc qui se balade, mais c'est la fibre optique. C'est ça. Bien vu.
Alors, vous étiez ce matin déjà sur Nantes, vous étiez avec Alain Veil, le PDG d'Altis France, et vous présentiez la première expérimentation nantaise de la 5G. Vous êtes ici devant un parterre de dirigeants et cadres dirigeants d'entreprises, de PME, de TPE, mais aussi des groupes de la région. Et en l'occurrence, en leur nom, j'ai envie de vous dire, la 5G, c'est pour quand? Et qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors, la 5G, au niveau, il y a deux choses. Il y a la partie équipement. Est-ce que les équipements sont disponibles? Parce que nous sommes l'opérateur. C'est-à-dire qu'on achète aux industriels des équipements qu'on déploie sur le terrain avec beaucoup de personnes sur le terrain. Tout à l'heure, vous aviez mentionné le nombre d'abonnés, le chiffre d'affaires, etc. C'est très intéressant, mais une entreprise, avant tout, c'est des personnes. Donc SFR, c'est 10 000 personnes, auxquelles s'ajoutent 20 000 personnes qui travaillent chez nos sous-traitants à déployer partout en France. Donc nous achetons des équipements, nous les déployons, nous offrons des services qui sont disponibles auprès de nos clients, résidentiels, entreprises, collectivités, à travers des appareils d'usage de clients. Donc aujourd'hui, vous avez des smartphones qui utilisent le réseau 4G de SFR qui a été construit à partir des équipements achetés à différents industriels. Donc pour que nous puissions offrir la 5G, nous on aimerait l'offrir cet après-midi, il faudrait avoir trois choses. 1, les équipements du réseau. 2, les équipements pour les abonnés, c'est-à-dire les nouveaux smartphones 5G. Et 3, quelque chose qui fait marcher tout ça, qu'ils appellent des fréquences. Et ça, il y a quelqu'un d'autre qui détient cette chose rare, c'est l'État français. Et ça, on n'en est pas en charge. Donc quand vous me demandez c'est pour quand, ben, ça dépend un peu des autres. Comme vous voyez, à la fois d'abord l'État qui met à disposition les fameuses fréquences dont nous ne disposons pas aujourd'hui, puisque l'ouverture 5G aujourd'hui sur Nantes, c'est une expérimentation sur des fréquences qui nous ont été prêtées gentiment pendant quelques mois, mais que nous n'allons pas conserver. Donc on attend l'appel d'offres sur les fréquences. Ensuite, quand on aura les fréquences, il faudra acheter les équipements et enfin équiper la population d'usage, d'appareils qui va leur permettre d'utiliser les usages de la 5G. Alors, si vous voulez, quels usages? Bon, on réfléchit à plein de choses, mais la grande différence entre la 5G et la 4G, vous vous souvenez, avant il y avait la 3G, avant la 3G il y avait la 2G, mais on ne l'appelait pas la 2G, mais on appelait ça le téléphone avec le SMS. Et avant ça, il y avait le téléphone mobile, et avant ça, il y avait la valise qui pesait 25 kg, pour ceux qui ont plus de 30 ans dans la salle, qui étaient les premiers téléphones mobiles. Et avant ça, il y avait même le tatou. Hein. Voilà, avant ça, il y avait les écrans de fumée, dont certains sont spécialisés encore aujourd'hui. Alors, donc la 5G, la rupture... Je vois absolument pas de quoi vous parlez. Et moi, surtout pas de qui. Bon, alors, entre la 4G et la 5G, le grand saut technologique, c'est pas tellement, c'est bien sûr la vitesse, les débits qui vont être multipliés grosso modo par 10, puisqu'on arrive sur la 4G aujourd'hui. Si vous mettez sur la 4G de SFR, on a des débits qui peuvent monter dans certains coins à 300 mégas. Mais la moyenne aujourd'hui d'usage, c'est entre 50 et 100 mégas. Avec la 5G, on va passer en vitesse à 10 fois plus, de l'ordre du giga, puisqu'après le méga, il y a le giga. Si vous voulez savoir après, c'est le Tera. Mais bon, là, on a encore quelques années devant nous, on sera à la 18G d'ici là. Mais la grande différence dans la 5G, au-delà de multiplier par environ 10 les vitesses de connexion, c'est ce qu'on appelle, alors ça paraît un peu chinois comme terme, mais c'est plutôt anglais, c'est la vitesse du ping, P-I-N-G, ça peut aussi faire marseillais. C'est le temps de latence, c'est le temps de réaction d'un appareil à la captation d'un signal mobile. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Alors là, on parle en millisecondes, donc ni votre œil, ni votre oreille ne perçoit exactement la différence, mais néanmoins, pour les utilisateurs, si vous voulez exercer des prestations ou des utilisations en 3D, ben, l'œil et la perception humaine va relativement vite, et si vous avez un temps de réaction qui est trop lent, ben, vous fatiguez l'usager. Ça va favoriser toute la connectivité, enfin tout. Ça va favoriser le fait que je pourrais ne pas être là. Et vous auriez l'impression que je suis là parce que je vous parlerai en temps réel. C'est le vrai. Voilà. Ça va favoriser énormément de choses pour les joueurs, pour les industries, pour les groupes d'utilisateurs. Ça va être des usages nouveaux qui vont être un petit peu du domaine de la science-fiction en vue d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Alors vous êtes le premier acteur de la convergence entre les télécoms et les médias, et on l'a vu. C'est donc maintenant avec plaisir. Alors, M. Drahi a souhaité en fait changer un peu le programme, une intervention assez courte justement sur ce sujet qui est comment votre vision d'entrepreneur et comment
les télécoms et les médias sont au service du développement des entreprises et du territoire. Et surtout, ce qui est assez rare, il va se prêter au jeu du question-réponse. Donc n'hésitez pas. Comme le disait tout à l'heure M. Drahi, il n'y a pas de questions idiotes. Seules les réponses peuvent l'être, sauf Absolument. si c'est vos réponses. Non, même les miennes peuvent être extrêmement Très bien. idiotes. Très bien. Mais en fait, pourquoi j'ai voulu adapter le programme, c'est quand vous m'avez annoncé le titre de la conférence, je suis pas sûr d'avoir compris de quoi il fallait que je parle, donc je me suis adapté pour en fait reposer, pour D'accord. repousser le problème vers Ok. la salle plutôt que de le garder pour moi. Donc je me fais discret, je me mets là. Voilà, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Juste un petit mot sur la convergence médias-télécom. Vous aviez dit qu'on est les premiers. Alors, on n'est pas forcément les premiers en termes chronologiques, on est les premiers en termes d'impact sur le marché, de taille de cette convergence, puisque SFR s'est mis à investir à la fois dans la télévision linéaire, à la fois dans la presse, enfin donc les médias écrits, à la fois dans la radio et à la fois dans le sport en direct. Donc ce sont des investissements très importants. D'ailleurs, la présentation du groupe que vous avez faite tout à l'heure, parce que nous sommes un groupe coté en bourse, on est obligé, quand on présente nos résultats, quand on présente des chiffres, c'est de présenter les chiffres qui sont publics uniquement à date. Et donc, c'est la présentation des chiffres 2017 que vous avez donnés, puisque nos résultats 2018 ne sont pas sortis. Mais je peux déjà vous dire la grande différence par rapport à ce qui a été marqué tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez vu 2,3 milliards d'investissements, ce qui est quand même très important. On est le deuxième plus gros investisseur du secteur en France derrière Orange et très très loin derrière le numéro 3 ou 4. Très très loin devant plutôt. Et cette année, avec le déploiement de la fibre optique, avec l'investissement supplémentaire dans les réseaux mobiles, on va franchir la barre des 3 milliards d'investissements. Ils sont répartis d'ailleurs comment? Je voulais vous poser cette question. Alors, à peu près 2 milliards dans les réseaux, à peu près 500 millions dans... alors, je ne compte pas les médias. Si je rajoute les médias, je suis plutôt à 4 milliards. Donc ça, c'est sans les médias. Ça coûte cher, les médias. Ouais, environ 2 milliards dans les réseaux, environ 500 millions dans les équipements d'usagers, donc les box qu'on met chez vous, les raccordements, et environ 500 millions dans tout ce qui est non visible, c'est-à-dire toutes les couches informatiques qui sont derrière. D'accord? Et à la fois des achats d'équipements et à la fois des achats de main-d'œuvre, puisqu'on fait travailler énormément de personnes. Le déploiement, par exemple, d'un réseau fibre optique, c'est environ 70% de main-d'œuvre, 30% d'équipement. Donc pour dire que les chiffres évoluent très rapidement à la hausse vite. Et d'une façon massive, très importante. Alors dans les médias, la convergence que nous avons fait, nous la faisons d'une façon massive dans 2 domaines qui nous importent, qui sont des domaines liés au live. Et qu'est-ce qui est live aujourd'hui? C'est à la fois l'information, d'où notre présence sur BFM et toutes ses composantes. Vous savez sans doute que depuis que j'ai racheté BFM, BFM a lancé BFM Paris, BFM Business, et nous venons de racheter Télé Lyon Métropole, où nous allons lancer BFM Lyon, et nous avons le même souhait, faire région par région la même démarche. Donc on regarde dans votre région comment lancer un BFM local. Donc forte présence dans le média continu, et là un grand impact, et ça rejoint le titre de votre conférence, sur notre implication dans les territoires, parce que l'information locale, c'est de l'information des territoires qui accompagnera le déploiement de la fibre. Quand on déploie de la fibre, on va aller adresser un nouveau type de clients qui sont les entreprises, y compris dans des zones non denses. Et deuxième type d'investissement dans les médias, dans la partie live, donc en direct, c'est le sport, où nous avons acheté les droits de la Première Ligue anglaise, les droits du football européen, la Champions League. Et là, on fait un gros carton et on n'en est qu'au stade des 16e de finale. Imaginez le nombre d'abonnés gagnés entre septembre et décembre, alors que les 8e de finale ne commencent que le 12 février, si ma mémoire est bonne. Alors si en plus Paris va en finale, donc ça va être extraordinaire. Non. Vous avez un ratio là-dessus, sur combien ça vous a fait gagner d'abonnés? Des centaines de mille. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça nous fait gagner des abonnés et ça change l'image de l'entreprise. On passe d'une entreprise, vous savez, SFR, comme certains de nos collègues, c'est des noms anciens que vous connaissez très très bien, qui ont été inventés dans les années 90. On se dématérialise, on oublie qu'on est une entreprise de réseau physique, on devient un opérateur de services, de divertissement et de contenu. Alors certes, on est probablement le premier investisseur télécom dans les médias en France,
Mais en termes de chronologie, moi, j'ai rien inventé. Hein. Dans toute ma carrière, je n'ai rien inventé. Ça se fait largement dans d'autres pays. Et le premier pays en termes de technologie de l'information, au sens large du terme, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, on peut dire que la Chine a une forte croissance, mais 6% de croissance sur un PIB par habitant qui n'est pas très élevé, c'est beaucoup moins que 4% sur un très gros PIB par habitant. Donc les États-Unis sont loin, loin devant. La convergence entre les télécoms et le contenu aux États-Unis, elle a démarré il y a plusieurs années. Comcast, qui est le premier opérateur de câble au monde, a racheté NBC Universal. NBC, c'est à la fois de la production de cinéma, c'est à la fois des chaînes de sport. C'est CNBC, la première chaîne de news business aux États-Unis. C'est NBC Universal, qui est la deuxième chaîne hertzienne nationale. Ce sont des parcs d'attractions. Vous avez récemment AT&T, qui est le deuxième opérateur américain, qui a racheté Time Warner, qui est une énorme société d'édition, qui a plein de chaînes de télévision, dont des chaînes d'information, comme par exemple CNN, des chaînes de films délinéarisées comme HBO. Donc on voit que cette recomposition plus exactement du paysage où les opérateurs télécoms vont vers la couche services et contenus est à marche accélérée dans tous les pays très avancés. Et puis nous, on est un petit peu derrière, on les suit. D'ailleurs, la 5G a démarré aux États-Unis, elle a démarré en Chine, puis on attend qu'on reçoive. Et ça a été un formidable accélérateur. C'est un grand accélérateur, parce que vous avez à la fois, vous savez, de vendre des abonnements toujours de meilleure qualité à des prix de plus en plus bas, il n'y a aucun avenir pour l'industrie. Vous allez dans tous les pays du monde, je dirais même le prix de la data aujourd'hui, le prix du mégabit par abonné rendu à l'abonné aujourd'hui en Chine est supérieur à celui qu'il est en France. Donc ça ne peut pas durer comme ça indéfiniment. Moi je disais il y a plusieurs années que nos grandes industries nationales finiraient par disparaître si on laissait le chemin libre aux autres et on nous mettait des contraintes dans les roues tous les matins. On a perdu le premier fabricant d'équipements télécoms en France qui était Alcatel, d'accord, et qui est parti chez Nokia après avoir racheté Lucent. Et on a aujourd'hui tous les gouvernements européens qui essaient de freiner la poussée de Huawei pour, paraît-il, des questions sécuritaires, mais ce sont aussi des questions concurrentielles. Et donc on est forcé de développer de nouveaux services pour faire monter la valeur que nous récupérons, parce que nos investissements ne faisant que croître, on ne peut pas d'un côté investir plus pour des technologies que vous attendez tous de plus en plus sophistiquées, vendues à de moins en moins cher. La 4G, l'avènement de la 4G en France, c'est beaucoup plus d'abonnés qui payent beaucoup moins cher. C'est-à-dire que c'est un marché qui a baissé, ce qui est complètement ridicule. Aucun d'entre vous ne pourrait imaginer développer un nouveau service pour le vendre moins cher que le service d'avant. Je prends en même temps le passage d'un iPhone 1 qui faisait un tout petit peu smartphone à un iPhone X aujourd'hui qui est un super ordinateur incroyablement sophistiqué. Le prix de cet équipement-là est passé de $500 à $1 500, a fait x3. Dans le même moment, le prix des télécoms a divisé presque par 3 en France. Donc d'un côté, vous avez quelqu'un à Cupertino qui s'en met plein les poches et qui ne contribue pas tellement à l'économie nationale, sans dire de mal, hein, lui comme les autres. Et d'un autre côté, des acteurs comme nous, Orange, qui investissent massivement, on voit en milliards d'euros en France, qui créent massivement des postes de travail, parce qu'on parle tout le temps des startups. Moi, j'ai un immense respect pour la startup, parce que j'étais une startup il y a 25 ans. Sauf qu'aujourd'hui, quand on emploie 30 000 personnes, ça a plus d'impact de créer des emplois dans une entreprise de 30 000 personnes, parce que même si vous faites 2% de croissance, 2% de 30 000, ça fait 600, alors que si vous faites 100% de croissance sur 3 emplois, ça fait que 3. Vous voyez ? Donc, c'est ça la convergence, c'est une nouvelle dynamique de convergence entre une industrie qui était passive, linéaire et non interactive, qui était la télévision ou la radio, et les télécoms qui ont toujours été interactifs, puisque les télécoms, le démarrage des télécoms, c'est le télégraphe, c'était j'envoie quelque chose, je renvoie un signal dans les deux sens. Je me suis laissé dire que vous étiez extrêmement présent dans les territoires, régulièrement avec Alain Veil. Vous y venez, voir les équipes. Cette proximité, c'est ce travail ensemble que vous portez. C'est-à-dire que vous souhaitez vraiment être au contact des équipes régulièrement comme ça pour pousser et pour justement travailler sur ces territoires. Alors, c'est pas un souhait, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire si je le fais pas, je me sens pas bien. Ah oui, à ce point-là. Oui. Moi, j'ai besoin d'être en contact avec ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est pas d'être dans un bureau à Paris et de regarder des fichiers. C'est de voir les gens, parler avec eux
et à leur contact de nous améliorer, d'essayer de leur apporter ce que je sais faire modestement, d'écouter ce qu'ils font, de s'améliorer tous ensemble et d'apporter en finale au client, parce que sans le client on peut pas vivre, d'apporter au client la meilleure solution au meilleur prix. Et dans ce contexte-là, nous avons des équipements et énormément de personnes qui travaillent pour nous partout en région. Donc il est normal que j'aille en région les rencontrer. Et quand je vais les rencontrer, ça me fait plaisir de passer. C'est un hasard que je sois là aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour le salon. Je venais dans la région, il y a le salon, donc je me dis, ce serait bien d'aller au salon. Je dis, OK, je vais au salon. Et je remercie Eve qui a nettement contribué à votre venue. Voilà. Sur un joke, sur un private joke. Voilà. Et j'en profite pour voir aussi les élus, les différentes collectivités locales, parce que ce sont elles qui sont indirectement, via la population, demandeuses de développement de fibre optique et d'usage. Et donc ça fait 30 ans que je fais le même métier, moi j'adore ce métier, et ça permet de fédérer les différentes forces vives pour développer des services et créer des emplois et développer une activité économique. Alors je pense que maintenant, si vous le voulez bien, parce que moi je peux parler toute la journée, je ne sais pas si c'est intéressant, mais moi j'ai toujours l'impression que je répète la même chose. Il y a des micros qui vont circuler, on va vous les passer. Si vous voulez, on peut prendre quelques questions, ici, juste devant. Mais vraiment sans... Voilà. Ne vous gênez pas, vous posez n'importe quelle question, et je vous ferai d'ailleurs n'importe quelle réponse. Mais... J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de Netflix, qui aujourd'hui fait la une des journaux, avec son nouveau modèle éditorial économique, mais aussi son modèle technique, qui est la télévision sur Internet, sans passer par vous? Alors, vous êtes assis. Mais je vous en prie, ils sont là pour ça, les sièges. Écoutez, moi je suis abonné chez Netflix, j'adore ça. Enfin, c'est ma fille qui est abonnée, mais on peut partager l'abonnement. Je pense qu'on fait ça d'une façon tout à fait régulière. Je peux vous dire que dimanche soir, j'ai commencé une nouvelle série, j'ai bingé, c'est-à-dire je l'ai vue de A à Z. Donc j'ai commencé à 8h30 parce qu'il n'y avait ni match de foot, ni rien qui m'intéressait à la télé. J'ai commencé cette série, d'ailleurs, qui était fantastique. J'ai fini à 3h. Et aujourd'hui, c'est un remplacement de la télévision linéaire. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans cette partie de l'activité, parce que pour être présent dans cette activité-là, il faut produire des films, il faut acheter des films, il faut produire des séries en quantité industrielle et au niveau mondial. Et un acteur français aussi fort, aussi malin, aussi quoi que ce soit que vous voulez, n'arrivera jamais à concurrencer un groupe de cette taille-là. Mais par contre, nous, c'est génial parce que pour regarder Netflix, et je pense que si je demande dans la salle qui est abonné chez Netflix, pratiquement tout le monde. Alors, on peut le faire. Qui est abonné à Netflix dans la salle? Tout le monde. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et ceux qui ne sont pas abonnés, c'est parce que leur fils l'est ou leur fille l'est. Voilà. Et qui partagent. Voilà. Donc tout le monde est abonné à Netflix. C'est pas très cher, c'est $10. D'ailleurs, ils viennent d'augmenter leur prix de $2, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça fait 20% d'augmentation. Vous voyez, moi, si j'augmentais. Ça vous a aiguisé, ça. Si j'augmentais mes prix juste de 18% chez SFR, je suis sûr que chez Orange, ils feraient exactement la même chose, et ce serait formidable pour l'industrie. Donc c'est une entreprise qui est extraordinaire parce que c'est en plus un entrepreneur. Moi je le connais, le fondateur de Netflix. C'est un entrepreneur qui, comme nous, n'a pas eu une idée incroyable. Un matin, il a ouvert un vidéoclub il y a environ 25 ans. Et puis à partir des années 2000, il était très gros dans les vidéoclubs aux États-Unis. Il a compris que c'était la fin du vidéoclub. D'ailleurs, plus personne ne va chez un vidéoclub. Et il a converti son modèle de vidéoclub en vidéoclub à la maison en utilisant la couche Internet de ce qu'on appelle la télévision sur IP, de la couche Internet que nous véhiculons auprès des abonnés. Et moi, ce que j'aime bien, c'est parce que souvent on dit « Oh là là, est-ce que vous n'avez pas peur de Netflix ?» Mais pas du tout. Moi, grâce à Netflix, je vends plus d'abonnements. Parce que pour regarder Netflix, vous avez besoin d'avoir une box à la maison. Et puis si vous voulez regarder dans la rue, vous avez besoin d'avoir un mobile connecté. Donc c'est fabuleux. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'il y en a d'autres que Netflix maintenant, que vous avez Hulu, vous avez Amazon Prime, vous les connaissez peut-être moins bien, mais ils sont en train de monter une vitesse fulgurante aux États-Unis. Et pour nous qui sommes un distributeur, plus il va y en avoir, plus on sera heureux, parce qu'en fin de compte, notre client, il va dépenser, c'est pas cher, $12 chez Netflix, il va dépenser, c'est pas cher, $12 chez Amazon Prime, il va dépenser, c'est pas cher, $12 chez Hulu, je continue à l'infini. À la fin de la journée, ça fait $100. Il va passer toute la journée sur notre réseau, et ça va nous permettre d'offrir plus de débit et de développer notre business davantage. Il faut qu'ils travaillent quand même un petit peu. Donc on travaille un peu la main dans la main et je pense que c'est l'avenir versus les chaînes de télévision linéaires où on s'endort au bout de 10 minutes. Quoi. À revoir un film des années 60. Une autre question? Oui. Merci. Tout à l'heure, vous nous avez parlé rapidement de Huawei et de la 5G.
On sait que Huawei, c'est un acteur important pour le déploiement de la 5G. Il y a une réelle crainte en termes d'intelligence économique. Donc vous avez parlé, vous en avez dit un petit mot en disant, vous avez parlé de concurrence, entre guillemets, ou de faux arguments. C'est quoi vraiment votre point de vue? Vous ne croyez pas que c'est vraiment un frein, ça, ce risque, cette peur de l'intelligence économique? Oui, je pense que de toutes les façons, la peur est un frein à toute action dans la vie. À partir du moment où vous commencez à avoir peur, vous n'agissez plus d'une façon rationnelle. Donc je pense que la qualité d'un entrepreneur, il y en a plein dans la salle, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est la même qualité. La qualité d'un entrepreneur, c'est le courage. C'est la première des qualités. C'est pas d'être un inventeur, professeur Nimbus. Souvent, le mec qui invente quelque chose, il vend rien derrière. C'est pas d'être un commercial, parce que si d'être commercial, il a rien à vendre. Il faut bien créer un produit. Donc la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur, et je dis pas que de pas être un entrepreneur, c'est pas bien. Je dis simplement la grande différence, c'est que l'entrepreneur, il n'a pas peur, il est courageux. D'abord, souvent, avant d'être entrepreneur, il a commencé à faire un travail au service de quelqu'un, donc il a dû quitter pour créer son entreprise. C'est une énorme prise de risque. L'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques tous les matins. Donc pour répondre précisément à votre question, de dire j'interdis telle ou telle chose dans tel ou tel pays juste parce que j'ai peur, c'est bien peut-être à très court terme, mais à très long terme, ce n'est pas une bonne solution. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas, on a encore 5 minutes. Est-ce que vous pouvez prédire la fin de la TNT? Oui. Et quand? Je ne vous vois pas parce que j'aimerais savoir. Je suis à votre gauche, à votre droite, là, en fait. De l'autre côté, près de la porte. Ok. Bon, d'accord. Quatrièmement. Ouais, ça y est, je vous ai vu. Merci. C'est une très bonne question. Merci. La TNT, c'est quoi? C'est la télévision numérique terrestre. Donc, la télévision, il n'y aura pas de fin, hein, elle sera plus ou moins interactive. Le numérique, c'est ce dont on parle depuis le début, donc ça c'est l'avenir. Par contre, ce qui n'est pas l'avenir, c'est le terrestre. Quand on dit qu'on va fibrer tout le territoire national et qu'on va mettre de la 5G partout, à quoi va servir la partie terrestre de la télévision numérique? À rien. Donc aujourd'hui, tous les diffuseurs donnent beaucoup d'argent à 2 opérateurs en France. Je pense qu'il n'y a pas trop d'avenir là-dedans. Donc on va dire qu'en 2025, 2030, une fois que tout sera fibré, il n'y aura plus aucun intérêt pour la télévision numérique terrestre. Ce qui ne veut pas dire que les chaînes de la télévision numérique terrestre vont disparaître. Pas du tout. Enfin, BFM sera toujours là, mais sera diffusé essentiellement sur le câble, qu'on appelle aujourd'hui la fibre. Ça fait un petit peu plus moderne, mais c'est la même chose. Oui. Oui, bonjour. 2 questions. Que pensez-vous du passage à 3 opérateurs grand public et des rachats chez les opérateurs B2B, typiquement de Free qui vient de racheter Jaguar et puis Bouygues qui rachète une autre société? Je vous remercie. Sur le premier sujet, ça me paraît inéluctable. D'ailleurs, moi, je réfléchis déjà au passage à 2 opérateurs. Et puis, ça me paraîtrait assez équilibré parce qu'en réalité, vous en avez que 2 qui déploient des réseaux en ce moment dans la fibre en France. Puisque quand tel ou tel vous dit j'ai tant de millions de prises, en fait, il n'a rien du tout. Il utilise la capacité chez Orange ou chez SFR. Donc, il n'y a que 2 opérateurs qui déploient de la fibre optique sur fonds propres, c'est SFR et Orange. Il y a quelques petits opérateurs qui utilisent de l'argent public pour déployer, parce qu'il y a de l'argent public, mais ça ne sert pas à grand-chose, on n'en avait pas besoin. Et quand la concentration sur le marché du B2B, il y a ceux qui ne sont pas dans le B2B qui essaient d'acheter de tout petits opérateurs dans le B2B pour faire semblant d'être dans le B2B. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, dans le service aux entreprises, vous avez 2 grands opérateurs. Vous avez Orange, qui est encore avec une part de marché très très importante, et SFR, qui essaie de monter un petit peu, qui a 20% du marché. Donc en gros, vous avez Orange qui a 70% du marché, SFR qui a 20%, Bouygues qui a 3 ou 4, et puis vous avez une vingtaine de petits acteurs qui ont chacun 0,1% du marché. Donc voilà, je pense que pour être opérateur auprès des entreprises, opérateur de services de télécom avec réseau, il faut avoir un réseau. Et que c'est compliqué si on est simplement un intermédiaire sans réseau, à très long terme. On s'en accorde encore 2? Oui, au fond là-bas. On va faire vite. Oui, bonjour. Là, ici, peut-être. J'ai un micro. Là. Allez-y, super. Bonjour, monsieur. On vous voit. Tillette, Société Reventis. Vous parliez tout à l'heure d'investissements importants, massifs, avec la 5G, puis plus tard la XG. De quelle manière vous appréhendez ces investissements-là qui semblent être sans fin, avec une dette qui est quand même assez importante, qui a affolé un peu les marchés il y a quelques mois? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière, et de quelle manière vous envisagez finalement un endettement avec finalement une nécessité d'investir encore plus de manière massive? Vous savez, l'endettement, l'essentiel, c'est d'avoir les moyens de payer ses intérêts et de rembourser son capital.
Donc la France, par exemple, grand pays, est beaucoup plus endettée que mon groupe en termes de pourcentage de son revenu annuel, puisque la France perd de l'argent chaque année, ça n'empêche pas aujourd'hui d'emprunter à taux négatif. Donc nous, aujourd'hui, nous avons une dette importante. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes énormément développés, parce qu'on a eu le courage d'entreprendre. C'est sûr que si vous ne faites rien, que vous vivez sur vos dividendes au cours des 25 dernières années, vous n'avez pas de dette et puis vous avez du cash à la maison qui dort. Moi, ce n'est pas mon concept de l'entreprise. Je considère que le cash, pas besoin d'être à la maison. Du moment que j'ai une ou deux maisons, ça devrait me suffire, que mes enfants sont heureux et bien éduqués. Et puis le reste, je l'investis pour développer l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons des frais financiers qui représentent moins de la moitié de notre résultat net d'exploitation. Donc vous voyez qu'on dégage du cash au-delà de nos besoins de services de dette. Et nous ne sommes pas plus endettés aujourd'hui que nos collègues américains du secteur. Nous sommes plus endettés que nos collègues français du secteur, mais c'est normal parce qu'eux, ils ont une politique de dividendes. Nous n'avons pas, c'est-à-dire de distribution à l'actionnaire. Et quand vous avez l'État en actionnaire, c'est important de pouvoir verser des dividendes, surtout quand vous étiez une filiale de l'État à 100% il n'y a pas si longtemps. On n'a pas du tout cette stratégie. SFR, c'est une entreprise familiale que je contrôle. Moi, je n'ai pas besoin chaque année de me verser des milliards de dividendes et je préfère au contraire investir la totalité de ce que nous gagnons dans le développement de l'entreprise. Et c'est très compatible. En tout cas, ça fait 25 ans que ça l'est, puisque ça fait 25 ans que je fais la même chose. Bonjour Monsieur Drahi. J'avais une question. Aujourd'hui, on utilise WhatsApp, les conversations vocales, les messages vocaux instantanés. Quel est l'avenir pour vous des télécoms à plus long terme, c'est-à-dire vers quoi on tend finalement? Vers de l'immersif, vers du visio plus HD, je ne sais pas. Les télécoms, bon, il y a 25 ans, c'était juste du téléphone, de la voix et un petit peu de data, c'était le fax. Au fur et à mesure, la partie data a augmenté et la partie voix a diminué. Donc aujourd'hui, on ne téléphone pratiquement plus en utilisant son téléphone, mais plutôt en utilisant, comme vous l'avez mentionné, par exemple, FaceTime ou WhatsApp, et on a de la visioconférence. Vous vous rappelez, on pensait qu'en France, l'avenir, c'était le Minitel. Bon, ben, ça n'a pas été ça, ça a été plutôt la visioconférence sur WhatsApp. Il n'y a pas besoin de mettre un système à 200 000 francs chez soi. Il suffit d'avoir un smartphone et vous pouvez appeler votre enfant à l'autre bout du monde en visioconférence. Donc l'avenir des télécoms, c'est la connectivité, qu'elle soit utilisée pour faire de la voix, qu'elle soit utilisée pour faire de la data, qu'elle soit utilisée pour faire des usages interactifs, quels qu'ils soient. C'est ça notre avenir. Et donc nous allons continuer à investir là-dedans, tout en remontant dans la couche service. C'est ce qu'on fait pour la partie grand public, sur le contenu. C'est ce qu'on commence à faire sur la partie entreprise, parce qu'une entreprise, quand elle achète des services de télécommunication, c'est pour communiquer entre ses collaborateurs et vers ses clients. Mais c'est aussi ces besoins de communication, c'est quoi? C'est la communication pour la publicité. Donc vous voyez que la convergence avec les médias, elle va aussi se faire. Moi, je vois plein de chefs d'entreprise, je leur dis, ben, prenez les télécoms, pourquoi ne pas avoir une campagne de pub sur BFM Business? Vous voyez, donc c'est là-dedans qu'on se met. Il y a ensuite tout ce qui est la data, le traitement de la data, l'exploitation de la data, qui est plus facile, certes, aujourd'hui aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, qui est parce que nous avons, en tant qu'opérateur télécom, plus de data que tous les grandes GAFA du monde. Puisqu'en fait, un Google n'a de la data sur vous que quand vous êtes sur Internet. Alors que moi, ben, je sais quand vous êtes sur Internet, si vous êtes abonné à SFR, mais je sais aussi, maintenant par exemple, vous n'êtes pas en train de consommer de l'Internet, mais vous avez votre portable dans votre poche et je sais exactement ce que vous êtes en train de faire. Je sais que ça fait 20 minutes que vous êtes à tel endroit et je vois sur Internet qu'il y a une conférence donnée par un type. Donc je pourrais vous envoyer un message publicitaire ciblé. Et nous avons commencé à investir là-dedans. J'ai racheté il y a 2 ans le numéro 1 mondial qui s'appelle TIDS, le numéro 1 de la vidéo en ligne. On a une croissance phénoménale. Alors c'est petit. Hein, moi j'ai acheté ça, ça faisait 200 millions de chiffre d'affaires. On fait aujourd'hui 550 millions de chiffre d'affaires. C'est petit à l'horizon du groupe, mais c'est quand même des croissances phénoménales. On vient de terminer l'exercice, on a fait plus 100 millions. Et on va se développer davantage. Ça, c'est un marché en milliards. C'est là-dedans qu'on évolue. Je vois par exemple mon collègue chez Orange qui investit dans la banque en ligne. C'est un énorme marché. Donc c'est ça, les télécoms, c'est continuer à produire la connectivité, à fournir et à vendre la connectivité dont l'usage est essentiellement la data, et commencer à rentrer dans la couche service en fournissant un certain nombre de services, soit audiovisuels, c'est ce que nous avons décidé de faire, soit bancaires, c'est ce qu'a décidé de faire Orange, soit publicitaire, c'est ce qu'ont décidé de faire tous les opérateurs télécoms du monde. On parle aussi de cybersécurité, c'est un truc important à vendre, mais là on vend un peu de la peur, c'est un peu compliqué. Le gars qui achète de la cybersécurité, il ne sait pas très bien ce qu'il achète, il sait sûrement qu'il a peur d'être attaqué. C'est un domaine spécial qui est très morcelé, qui sera consolidé dans le temps. Mais voilà les axes de développement.
important. Mais j'entends encore que beaucoup de Français n'ont toujours pas l'Internet. Il y a même Et donc il y a un 34% potentiel. des entreprises qui n'ont même pas de site Internet. Voilà. Et puis j'entends tout à l'heure avec bonheur que votre région ici a une croissance de population très importante. Donc nous, on aime la croissance de la population parce que ce sont des abonnés supplémentaires. J'imagine. Voilà. Et si la croissance de la population est supérieure ou égale à la croissance du PIB, c'est pas bon pour le pays parce que ça veut dire qu'on s'appauvrit, parce que le PIB par évident descend. Mais pour nous, ça fait plus de clients potentiels. Je suis désolé, mesdames et messieurs, on vous écouterait, monsieur Drahi, encore. C'est bien le jeu du question-réponse. Vous avez vu, ça me permet de me reposer. Génial. Malheureusement, alors, le planning... merci beaucoup pour vos questions. Ouais. Et puis moi, je vous souhaite une belle année 2019 pour chacun des entrepreneurs. Je peux vous souhaiter de doubler votre chiffre d'affaires, l'augmenter de 20%, enfin faire de la croissance, c'est ce qui compte. Mais surtout, avant tout, d'avoir du plaisir dans ce que vous faites et une belle réussite pour vos entreprises, vos familles et la région. Merci. Merci, monsieur Drahi.